Ce n'est pas ton nom. La phrase est tombée sans violence, presque distraite, au détour d'une conversation que je croyais anodine. L'homme qui me faisait face, le notaire de la famille, celui que je connaissais depuis toujours, n'avait pas levé les yeux de son dossier. Il parlait, comme on corrige une coquille. Comme si ce détail n'avait aucune importance. Je me souviens avoir souri, par réflexe. Comment ça, pas mon nom? Il a alors relevé la tête. Son regard n'était ni inquiet, ni gêné. Simplement professionnel. Sur cet acte, vous êtes mentionné autrement. Il doit y avoir une explication. Une explication. Ce mot a résonné en moi avec une étrangeté immédiate. Toute ma vie avait été construite sur des évidences simples. Mon identité, mon histoire, ma place. Et voilà qu'un simple document venait d'en fissurer la base, sans éclat, point, sans drame apparent. Nous étions dans son bureau, entouré de boiseries anciennes, de dossiers soigneusement classés. Tout respirait la continuité, la fiabilité. Rien, dans ce décor, ne laissait présager que j'allais en sortir différente. Il m'a tendu la feuille. Regardez. J'ai pris le document. Mes mains étaient calmes, presque trop. Je lisais lentement, ligne après ligne. Mon prénom était là. Mon lieu de naissance aussi. Mais quelque chose clochait. Une mention inhabituelle. Une formulation juridique qui n'était pas celle que j'avais vue toute ma vie. Une nuance minuscule pour qui n'y prête pas attention. Une faille immense pour moi. Je me suis entendu dire « Il doit y avoir une erreur ». Il n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement hoché la tête, sans conviction. C'est possible. Mais ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de situation. À cet instant précis, quelque chose s'est déplacé en moi. Pas une peur franche, plutôt une sensation de glissement, comme si le sol venait de perdre sa rigidité habituelle. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais suspendue. En quittant son bureau, la rue m'a semblé irréelle. Les passants marchaient, parlaient, riaient. Le monde continuait, indifférent à la faille qui venait de s'ouvrir sous ma certitude. J'avais l'impression d'observer ma propre vie à distance, comme si elle appartenait soudain à quelqu'un d'autre. Tout au long du trajet, une phrase revenait en boucle. Ce n'est pas ton nom. Pas ton nom. Pas exactement toi. Je repassais mentalement des scènes anciennes. Des conversations. Des silences. Des décisions prises sans moi, mais toujours justifiées par une autorité bienveillante. C'est compliqué. Tu comprendras plus tard. Fais à nous confiance. Ces phrases, que j'avais toujours acceptées, prenaient soudain une teinte différente. Arrivé chez moi, j'ai sorti mes papiers. Tous. Ceux que je n'avais jamais vraiment regardés. Ceux que j'avais rangés avec soin sans jamais les interroger. J'ai comparé, relu, vérifié. Les incohérences étaient là. Discrètes. Dissimulées dans des détails que l'on apprend à ne pas questionner quand on fait confiance. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais trop occupée à comprendre. Ou plutôt à accepter l'idée que ce que je croyais immuable pouvait être incomplet, voire faux. Ce n'était pas seulement une question administrative. C'était une remise en cause silencieuse de mon identité même. Ce qui m'a le plus troublée, ce n'est pas la perspective d'un mensonge. C'est la certitude que, si mensonge il avait été soigneusement protégé. Comme si quelqu'un avait décidé, très tôt, que je n'avais pas besoin de savoir. Que cette vérité-là m'était inutile. Dangereuse, peut-être. Je me suis assise à la table de la cuisine, les documents étalés devant moi. Le tic-tac de l'horloge me paraissait anormalement fort. Chaque seconde ajoutait du poids à ce que je découvrais. Je comprenais, peu à peu, que ce n'était pas une erreur isolée. C'était un système. Un récit construit, maintenu, transmis. Ce jour-là, je n'ai happé personne. J'ai résisté à l'envie de confronter, de demander, d'exiger des réponses immédiates. Intuitivement, je savais que ce que je venais d'effleurer nécessitait du temps. Et surtout, de la lucidité. Je n'étais peut-être pas celle que je croyais être. Mais une chose devenait déjà claire. Ce que je m'apprêtais à découvrir allait bouleverser bien plus que des papiers. Cela allait reconfigurer toute ma vie. Avant cette phrase, ce n'est pas ton nom, ma vie reposait sur une continuité rassurante. Je savais d'où je venais, pensais à je. Je connaissais mon histoire comme on connaît une route empruntée 1000 fois.
sans y prêter attention, parce qu'elle ne réserve plus de surprises. J'avais grandi dans l'idée que mon identité était simple, presque banale, et cette banalité me convenait. Mon enfance s'est déroulée dans un cadre stable, sans heurts apparents. Une famille discrète, attachée aux habitudes, peu portée sur les confidences. On ne parlait pas beaucoup du passé. Ce n'était pas un sujet tabou, mais un sujet inutile, disait à On. À quoi bon remuer ce qui est fait? Cette phrase revenait souvent, prononcée avec douceur, comme un principe de sagesse. Je me souviens d'une maison ordonnée, de gestes précis, de silences bien rangés. Foi, chacun avait sa place. La mienne était celle de l'enfant calme, raisonnable, qui ne posait pas trop de questions. On me félicitait pour cela. Tu es facile, me disait On. J'ai longtemps cru que c'était une qualité. À l'école, je ne me distinguais pas particulièrement. Je faisais ce qu'on attendait de moi. J'apprenais bien, sans excès. Je ne cherchais pas à briller. J'aimais l'idée de correspondre à ce que l'on voyait en moi. Être conforme, c'était être accepté. Cette logique, je l'ai emportée avec moi en grandissant. À l'adolescence, quand certains cherchent à se définir contre leur famille, je me suis définie avec elle. Je reprenais ses valeurs, ses prudences, ses manières de taire, ce qui dérange. Je croyais que cette loyauté me protégeait. Je n'ai jamais ressenti le besoin de m'en éloigner. Tout semblait à sa place. Il y avait pourtant des zones floues, des anecdotes racontées différemment selon les personnes. Ah, des dates approximatives, des souvenirs qui ne coïncidaient pas tout à fait. Je remarquais parfois ces détails, mais je les laissais glisser. Ce n'était pas important, pensais à je. L'essentiel était ailleurs, l'amour, la stabilité, la certitude d'appartenir. Je n'ai jamais douté de mon nom. Il était écrit partout. Sur mes papiers, mes diplômes, mes courriers. Il me suivait comme une évidence. Il me définissait. Je ne me suis jamais demandé pourquoi certains membres de la famille l'énonçaient avec une légère hésitation, presque imperceptible. Je mettais cela sur le compte de l'âge, de l'habitude. Ma vie d'adulte s'est construite dans cette continuité tranquille. J'ai fait des choix raisonnables. Un travail stable, des relations choisies avec prudence. Je ne cherchais pas l'excès, je cherchais la cohérence. Je voulais être fidèle à ce que je croyais être. Quand des décisions importantes devaient être prises, je faisais confiance à la famille, aux institutions, aux récits transmis. Je signais, j'acceptais. Je n'avais aucune raison de douter. On m'avait appris que la confiance était une forme de maturité, que la méfiance abîmait les liens. Je me rends compte aujourd'hui que cette confiance était à sens unique, que je recevais une version du monde soigneusement filtrée. Mais à l'époque, je ne le percevais pas ainsi. Je pensais simplement vivre dans un environnement bienveillant, où l'on prenait soin de ne pas m'exposer à ce qui pouvait me troubler. Il m'arrivait parfois de ressentir un léger décalage, une impression fugace de ne pas être tout à fait alignée avec mon propre récit, comme si certains souvenirs ne m'appartenaient pas entièrement. Ces sensations étaient rares, diffuses. Je les mettais de côté. Je n'avais pas les outils pour les nommer. Je me souviens d'avoir dit un jour, presque en plaisantant, « Parfois, j'ai l'impression qu'il me manque un chapitre. » On avait ri. On avait répondu que tout le monde ressentait cela. J'avais accepté cette explication sans insister. Ma vie d'avant n'était pas fausse. Elle était construite sur des fondations incomplètes. Et tant que je n'en connaissais pas les fissures, je pouvais avancer sans trébucher. Cette ignorance m'a permis de vivre, d'aimer, de choisir. Elle m'a aussi empêché de comprendre certaines limites invisibles que je n'ai cessé de rencontrer sans pouvoir les expliquer. Aujourd'hui, en revisitant ce passé, je ne ressens ni honte ni colère contre celle que j'étais. Elle faisait confiance parce qu'on l'y avait encouragée. Elle se taisait parce qu'on lui avait appris que le silence était une preuve de loyauté. Elle ne questionnait pas son identité parce qu'on lui avait donné l'illusion qu'elle était évidente. Ce que je croyais être reposait sur un récit transmis sans faille apparente. Un récit suffisamment cohérent pour ne pas être interrogé. Et c'est précisément cette cohérence qui rend la vérité à venir si bouleversante. Car en comprenant que mon identité pouvait être autre que celle que l'on m'avait donnée, je comprenais aussi que toute ma vie d'avant, aussi sincère et à elle était, allait devoir être relue. Non pour être effacée, mais pour être comprise autrement. La femme que j'étais avant ce jour-là n'était pas une illusion.
Elle était une version incomplète de moi-même. En revenant sur ma vie, à la lumière de ce que je venais d'apprendre, certains souvenirs ont changé de couleur. Ce qui m'avait autrefois semblé banal, anodin, presque affectueux, révélait maintenant une autre texture. Les premières humiliations n'avaient jamais été frontales. Elles s'étaient glissées dans les interstices du quotidien, discrètes, presque polies. C'est pour cela que je ne les avais pas reconnues comme telles. La première, sans doute, était cette manière constante de corriger mes paroles. Pas brutalement, subtilement. Quand je racontais un souvenir d'enfance, quelqu'un ajoutait « Non, ce n'était pas exactement comme ça ». Ou bien « Tu confonds un peu ». Je riais. Je m'excusais. Je pensais que ma mémoire me jouait des tours. Je n'imaginais pas que ce flou entretenu pouvait servir à autre chose qu'à simplifier le récit commun. Il y avait aussi ces moments où l'on parlait sur moi, plutôt qu'avec moi. Des discussions à voix basse qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Des regards, échangés, rapides, presque imperceptibles. On en reparlera plus tard. Je n'insistais jamais. J'avais appris que la discrétion était une vertu, que ne pas forcer les portes était une marque de respect. Je me souviens particulièrement des réunions familiales. On y évoquait le passé, mais toujours de manière très cadrée. Certaines périodes étaient survolées. D'autres, répétées presque mécaniquement. Comme si le récit avait été appris par cœur. Quand je posais une question un peu trop précise, une date, un lieu, un détail, on me répondait avec une légère impatience « Pourquoi tu t'attardes là-dessus ?» Je me sentais alors déplacée, presque inconvenante. Ces petites humiliations avaient une caractéristique commune. Elles me renvoyaient à une position d'enfant, même adulte. On me parlait avec douceur, mais aussi avec une condescendance subtile. « Tu es trop sensible. Tu te poses trop de questions. » Ces phrases revenaient souvent, toujours accompagnées d'un sourire. Elles invalidaient mes perceptions, sans jamais me contredire ouvertement. Il y avait aussi le rapport au papier, aux documents. Quand un formulaire devait être rempli, on me disait « Laisse, je vais m'en occuper ». Je n'y voyais aucun mal. Je pensais que c'était un service rendu. Mais peu à peu, j'ai été écartée de tout ce qui nécessitait une lecture attentive. Comme si l'on avait décidé, sans me le dire, que ce terrain ne m'appartenait pas. Un souvenir me revient avec une précision douloureuse. J'étais déjà adulte. Nous étions réunis autour d'une table. Un dossier circulait. Je me suis penchée pour regarder. Quelqu'un a refermé le dossier d'un geste rapide. Ce sont des choses compliquées. Le ton était calme, mais définitif. J'ai reculé. J'ai hoché la tête. Et j'ai ressenti, sans pouvoir la nommer, une honte diffuse. Comme si j'avais franchi une limite invisible. Les plaisanteries faisaient aussi partie du dispositif. Toi, tu fais confiance à tout le monde. On riait. Je riais aussi. Ces rires, aujourd'hui, me serrent la gorge. Ils validaient une image de moi comme quelqu'un de naïf, de peu regardant. Une image commode. Avec le temps, j'ai commencé à douter de mon propre ressenti. Quand une incohérence me frappait, je la minimisais aussitôt. Je me fais des idées. Ce n'est pas important. Ce réflexe d'auto-correction est sans doute l'humiliation la plus profonde, celle qui vous amène à vous censurer avant même que l'autre ne le fasse. Je comprends maintenant que ces petites humiliations n'étaient pas isolées. Elles formaient un système doux, presque aimable, destiné à me maintenir dans un rôle précis. Celui de la personne qui accepte, qui ne fouille pas, qui ne remet pas en question le récit établi. Ce n'était jamais formulé clairement. Personne ne m'a jamais dit « tu n'as pas le droit de savoir ». Mais tout était organisé pour que je n'en éprouve pas le besoin, ou que je me sente déplacée si ce besoin surgissait. Ce qui me frappe le plus, rétrospectivement, c'est ma propre adaptation. J'ai appris à ne plus poser certaines questions, à détourner le regard quand un document apparaissait, à accepter des réponses vagues. Cette adaptation m'a permis de rester intégrée. Elle m'a aussi rendue progressivement étrangère à moi-même. Quand la vérité a commencé à émerger, ces souvenirs se sont alignés comme des pièces de puzzle. Rien n'était accidentel, rien n'était vraiment innocent. Les petites humiliations avaient préparé le terrain. Elles avaient rendu possible ce mensonge plus vaste, plus structurant, sur mon identité même. Je ne ressens pas de haine en repensant à ces moments. Je ressens une lucidité tardive et une tristesse calme pour la femme que j'étais.
qui cherchait avant tout à appartenir, quitte à se taire. Ces humiliations n'ont pas détruit ma dignité. Elles l'ont mise en veille. Et comprendre cela a été douloureux, mais nécessaire. Car on ne peut commencer à se reconstruire qu'à partir du moment où l'on reconnaît les mécanismes qui nous ont lentement effacés. Ce jour, en relisant ces scènes du passé, j'ai compris que je n'avais pas seulement été tenue à distance de la vérité. J'avais été préparée, patiemment, à ne pas la chercher. La goutte d'eau n'a pas pris la forme d'une révélation spectaculaire. Elle est arrivée dans un moment banal, presque administratif, comme si l'injustice avait choisi le déguisement le plus discret pour se rendre irréfutable. Mais quelques jours après mon rendez-vous chez le notaire, j'ai reçu un courrier recommandé. Une enveloppe épaisse, au papier trop rigide pour être anodine. Le genre de courrier que l'on pose d'abord sur la table, que l'on observe un instant avant de l'ouvrir, comme si le simple fait de le lire allait déjà engager quelque chose d'irréversible. À l'intérieur, il y avait une copie d'acte. Officielle. Froide. Implacable. Une synthèse de décisions prises des années plus tôt, validée, enregistrée, archivée. Et, surtout, une mention qui m'a coupé le souffle, une précision juridique qui me plaçait, noir sur blanc, dans une position que je n'avais jamais choisie. Ce n'était plus une nuance. Ce n'était plus un détail. C'était une conséquence concrète, mesurable, de ce que l'on m'avait caché. Je me suis assise, lentement. J'ai relu le document plusieurs fois, persuadée qu'une erreur finirait par apparaître. Mais plus je lisais, plus la logique se refermait sur moi. Cette situation n'était pas le fruit d'un malentendu. Elle découlait directement de choix faits sans moi, puis maintenus par le silence. Mais, ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement ce que je perdais. C'est la manière dont cette perte avait été organisée. Avec méthode. Avec patience. Comme si l'on avait anticipé, dès le départ, que je ne contesterais pas, que je n'irais pas vérifier, que je me contenterais de ce qu'on voulait bien me dire. J'ai repensé à toutes ces phrases entendues au fil des années. Ce sont des formalités. Ça n'aura pas d'impact pour toi. On a fait ça pour simplifier. Ce jour-là, ces mots ont perdu toute ambiguïté. Ils n'étaient pas destinés à m'aider. Ils servaient à m'écarter. J'ai appelé ma mère. Ou plutôt, celle que j'avais toujours appelée ainsi. Ma voix était calme. Presque trop. Je lui ai parlé du courrier, de la mention, des conséquences. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence long, dense, qui disait plus que n'importe quelle explication. Puis elle a répondu « On ne pensait pas que ça irait aussi loin ». Cette phrase a été un choc plus violent que le document lui-même. On ne pensait pas, comme si l'on avait joué avec ma vie, sans en mesurer les effets. Comme si mon existence était un terrain d'essai, un espace où l'on pouvait décider à l'aveugle. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Pourquoi m'avoir laissé croire que tout était clair, simple, établi? Sa réponse a été confuse. Des demi-mots. Des justifications mêlées de peur. C'était plus simple comme ça. On voulait te protéger. Protéger de quoi? De moi-même? De la vérité? De la complexité de mon propre passé? À cet instant, j'ai compris que l'injustice ne résidait pas seulement dans ce qui avait été fait. Elle résidait dans la persistance du déni. Dans cette incapacité à reconnaître que l'on m'avait privé d'un choix fondamental, celui de savoir qui j'étais, et d'en décider les conséquences. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas crié. Quelque chose en moi s'était figé. Une ligne venait d'être franchie. Ce n'était plus une question de compréhension progressive, ni même de douleur identitaire. C'était une dépossession active, aux effets tangibles. Après cet appel, j'ai raccroché et je suis restée immobile longtemps. Le document était toujours devant moi. Il ne tremblait pas. Il ne se modifiait pas. Il existait, indifférent à ce qu'il provoquait. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer une explication rassurante. J'ai compris que rien de ce qu'on me dirait ne rendrait cette situation acceptable. Parce que ce n'était pas une erreur à corriger, mais une injustice à reconnaître. Cette goutte d'eau a tout changé. Elle a transformé une quête intérieure en nécessité concrète. Je ne pouvais plus me contenter de comprendre. Je devais agir. Non pas pour punir, mais pour me réapproprier ce qui m'avait été retiré sans consentement. Ce jour-là, la vérité a cessé d'être une abstraction.
Elle est devenue une contrainte réelle, inscrite dans des actes, des droits, des limites. Et face à cette réalité, je n'avais plus le choix de rester dans l'attente ou l'acceptation passive. 2. Je n'étais peut-être pas celle que je croyais être, mais je savais désormais une chose avec certitude. Je ne laisserai plus personne décider, en mon nom, de ce que je pouvais ou non supporter. Après ce courrier, après cet appel, quelque chose s'est refermé en moi. Pas dans la crispation, mais dans une lucidité nouvelle. Je n'étais plus dans l'attente d'une explication qui viendrait réparer. J'étais entré dans un temps différent, celui où l'on cesse d'espérer que les autres rendent la vérité acceptable, et où l'on commence à se la rendre habitable soi-même. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Pas de larmes incontrôlées, pas de colère explosive. Une fatigue profonde. Plutôt, comme si mon esprit, après avoir porté trop longtemps un récit incomplet, devait maintenant intégrer un poids nouveau. Je dormais mal, mais je réfléchissais beaucoup. Les nuits devenaient des espaces de dialogue intérieur, parfois inconfortables, mais nécessaires. Je me suis demandé, sans complaisance, qui j'avais été jusqu'à là. Pas seulement à cause de ce mensonge sur mon identité, mais à cause de tout ce que j'avais accepté, sans questionner. J'ai revu mes choix, mes silences, mes renoncements. J'ai compris que cette vérité tardive n'expliquait pas tout, mais qu'elle éclairait beaucoup. Eh bien, je me suis longtemps définie par la fidélité. Fidélité aux récits familiaux, fidélité aux attentes implicites, fidélité à une image de moi à même comme personne, facile, adaptable, peu conflictuelle. Cette fidélité m'avait donné une place. Elle m'avait aussi enfermée dans une version réduite de moi-même. Ce qui me troublait le plus, ce n'était pas de découvrir que l'on m'avait menti. C'était de comprendre que ce mensonge avait été rendu possible par une structure affective précise, celle où l'on apprend à ne pas déranger, à ne pas demander, à faire confiance, même quand quelque chose résiste. Intérieurement, je ne me suis pas jugée durement. J'ai refusé de transformer cette introspection en procès intérieur. J'ai compris que cette posture avait été apprise, transmise, encouragée. Elle avait été une stratégie de survie affective. Dans un environnement où poser trop de questions équivalait à menacer l'équilibre. Mais ce qui protège à un moment peut devenir un piège plus tard. J'ai aussi pris conscience d'un deuil silencieux. Celui de la personne que j'aurais pu être si j'avais su plus tôt. Ce deuil n'était pas dramatique, mais il était réel. Il m'a traversé par vagues. Une tristesse douce, sans colère, face aux chemins non empruntés, aux décisions prises dans une ignorance qui n'était pas la mienne. Et, dans ces moments-là, je me suis autorisée à ressentir, sans immédiatement comprendre, à laisser venir les émotions, sans les classer. La confusion faisait partie du processus. Je n'avais pas à être cohérente tout de suite, la cohérence viendrait plus tard. J'ai commencé à écrire. Pas pour raconter, mais pour poser. Des mots simples, des phrases courtes. Ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je ressens. Mettre ces éléments sur le papier m'a donné un sentiment d'ancrage. La vérité cessait d'être diffuse. Elle prenait une forme. Peu à peu, une question centrale s'est imposée. Qu'était ce que je voulais faire de cette vérité? Pas ce que les autres attendaient. Pas ce qui préserverait le plus d'apparence. Mais ce qui me permettrait de continuer à vivre sans me trahir. La réponse n'était pas immédiate, mais elle contenait déjà une direction claire. Je ne voulais plus être définie par un récit que je n'avais pas choisi. Je ne voulais plus que mon identité soit une zone grise administrée par d'autres. Je voulais comprendre, décider, assumer, même si cela impliquait des conséquences difficiles. Cette prise de conscience a été le véritable tournant. Plus encore que le document, plus encore que les aveux partiels, elle m'a replacée au centre. Non comme une victime cherchant réparation, mais comme une femme qui reconnaissait enfin son droit à la clarté. Je n'avais pas encore de plan précis. Je n'étais pas prête à agir extérieurement, mais intérieurement, quelque chose s'était aligné. Je savais que je ne refermerais pas cette parenthèse, que je ne ferais pas semblant d'oublier pour retrouver une paix factice. Cette introspection ne m'a pas rendue plus dure, elle m'a rendue plus exacte. Et dans cette exactitude nouvelle, j'ai senti naître une force tranquille. Celle de quelqu'un qui ne cherche plus à correspondre à une image, mais à habiter pleinement sa propre vérité. À partir de là, je n'étais plus seulement en train de découvrir qui j'étais. J'étais en train de décider qui je serais désormais. Une fois la décision intérieure prise,
Je n'ai pas agi dans la précipitation. J'avais appris, à mes dépens, que les mouvements trop visibles appellent des réactions destinées à vous ramener à votre ancienne place. Je ne voulais pas provoquer. Je voulais comprendre, encadrer, sécuriser. Cette fois, chaque geste devait être posé, réfléchi, irréversible. J'ai commencé par m'entourer de personnes qui n'avaient aucun lien affectif avec mon histoire. Pas pour me protéger émotionnellement, mais pour garantir une neutralité totale. J'ai pris rendez-vous avec un autre notaire, pas celui de la famille, pas celui qui connaissait déjà trop bien les silences hérités. Un homme précis, méthodique, presque austère. Il m'a accueilli sans curiosité inutile. Je lui ai apporté tous les documents, les anciens, les récents, les incohérences, les actes, les mentions ambiguës. Il a lu longuement, sans m'interrompre. Puis il a posé des questions simples, presque cliniques, des questions que personne ne m'avait jamais posées. Qui vous a expliqué cela? Avez-vous donné un consentement écrit? À quel moment avez-vous été informé? Mais, à chaque fois, je répondais la même chose. Je ne savais pas. On ne m'avait pas dit. On avait décidé. Et à chaque réponse, je sentais quelque chose se rééquilibrer. Ce que j'avais vécu n'était plus un ressenti confus. C'était une situation objectivable. Il ne m'a pas promis de miracle. Il m'a parlé de ce qui était possible, de ce qui ne l'était plus. Il m'a expliqué les marges de manœuvre, les conséquences juridiques, les délais. La loi n'était ni indulgente ni cruelle. Elle était structurée. Et pour la première fois, cette structure jouait en ma faveur. Dans les semaines suivantes, j'ai entrepris une série de démarches concrètes. J'ai demandé des copies officielles. J'ai exigé des rectifications quand elles étaient possibles. J'ai ouvert des dossiers que l'on croyait clos. Chaque courrier envoyé, chaque réponse reçue renforçait ma position intérieure. Je n'étais plus dans la supposition. J'étais dans l'action informée. Mais j'ai également revu l'ensemble de mes affaires personnelles. Mes comptes, mes assurances, mes contrats, des choses que j'avais toujours laissées à d'autres par habitude, par confiance, par lassitude. Cette fois, je lisais tout, lentement, parfois 2 fois. Je notais ce que je ne comprenais pas. Je posais des questions, et je n'acceptais plus de réponses vagues. Ce travail était exigeant, par moments, épuisant. Il me confrontait à l'étendue de ce que j'avais délégué sans le mesurer. Mais il avait aussi un effet inattendu. Il me redonnait une forme de dignité très concrète. Celle de quelqu'un qui sait ce qu'il signe, qui comprend ce qui est écrit, qui choisit en connaissance de cause. À l'extérieur, je continuais à me comporter comme avant. Je répondais aux messages. Je participais aux échanges familiaux avec la même retenue. Ce masque de continuité n'était plus une soumission. Il était une protection. Je savais désormais pourquoi je me taisais. Et ce silence était stratégique. Il y a eu des moments de doute. Des instants où je me demandais si tout cela n'allait pas trop loin. Si je n'étais pas en train de briser définitivement quelque chose. Puis, je relisais certains passages des actes. Les mots exacts, les effets précis, et je comprenais que ce qui avait été brisé l'avait été bien avant moi, simplement sans bruit. J'ai aussi rédigé un document personnel. Pas un acte officiel. Un texte pour moi. J'y ai écrit ce que je savais désormais. Ce que je refusais de ne plus jamais remettre en question. Ce texte est devenu une sorte de repère intérieur. Une preuve que je ne reviendrai pas en arrière, par fatigue ou par culpabilité. La préparation n'était pas une vengeance. Elle n'avait rien de spectaculaire. Personne ne l'applaudirait. Elle consistait à reprendre méthodiquement ce qui m'avait été retiré, sans mon consentement. Le droit de savoir, le droit de se choisir, le droit de dire non. Quand tout a été en place, les démarches engagées, les protections mises en œuvre, les limites tracées, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement immédiat. J'ai ressenti quelque chose de plus discret, mais plus solide, une stabilité nouvelle. Je savais que la confrontation viendrait. Que ceux qui avaient construit le silence sentiraient un jour que quelque chose leur échappait. Mais pour la première fois de ma vie, je n'en avais pas peur. Parce que je ne me préparais plus à être comprise. Je me préparais à être respectée. Quand la décision intérieure a été prise, je n'ai pas ressenti d'élan héroïque. Il n'y a pas eu de phrases solennelles. Pas de promesses murmurées devant un miroir. Il y a eu,
Plus simplement, une résolution calme. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un décider de ce que je pouvais comprendre ou non. À partir de là, tout devait être méthodique. Je n'ai parlé de mes démarches à personne. Pas par dissimulation, mais par lucidité. J'avais compris que toute transparence prématurée serait interprétée comme une menace, et donc neutralisée. J'avais vécu trop longtemps dans des récits corrigés pour ignorer ce réflexe collectif. Cette fois, je voulais avancer sans être ralenti par les peurs ou les injonctions affectives des autres. J'ai commencé par consulter un professionnel extérieur à mon cercle habituel. Quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui n'avait aucun intérêt à préserver une version familiale de l'histoire. Le rendez-vous a été sobre. Je n'ai pas raconté ma vie. J'ai présenté des faits, des documents, des incohérences. Il a écouté sans m'interrompre, puis a posé des questions précises. Des questions que personne ne m'avait jamais posées auparavant, parce qu'elles impliquaient que j'étais légitime pour y répondre. Ce moment a été déterminant. Pour la première fois, mon histoire était examinée sans être filtrée par la peur de me faire du mal. On ne cherchait pas à m'épargner. On cherchait à comprendre. Et cette différence changeait tout. À partir de là, j'ai entamé une série de démarches concrètes. J'ai demandé des copies intégrales, pas des résumés. J'ai relu des actes anciens, mot par mot. J'ai appris à reconnaître les formulations vagues, les silences juridiques, les zones grises volontairement laissées ouvertes. Ce travail était exigeant, parfois décourageant, mais il avait une vertu essentielle. Il me rendait active. Je me suis aussi penchée sur tout ce que j'avais toujours laissé aux autres par habitude. Compte, contrat, assurance. Non par désintérêt, mais parce qu'on m'avait appris que ce n'était pas mon domaine. J'ai découvert à quel point cette délégation automatique avait contribué à me tenir à distance de ma propre vie. Lire, comprendre, demander des explications n'était pas une trahison. C'était un droit. Chaque document relu était une petite victoire silencieuse. Pas contre quelqu'un, mais contre une posture ancienne. Celle de la femme qui fait confiance sans vérifier. Par loyauté, par fatigue, par peur de déranger. Je sentais cette posture se fissurer, doucement, sans violence. À l'extérieur, rien ne semblait avoir changé. Je continuais à répondre normalement. Je participais aux échanges familiaux avec la même retenue. Cette apparente continuité n'était plus une soumission. Elle était devenue un choix stratégique. Je savais désormais ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Il y a eu des moments de doute. Des soirs où je me demandais si je n'allais pas trop loin. Si cette reprise de contrôle n'allait pas coûter plus cher qu'elle ne rapporterait. Puis je relisais certaines lignes, certaines décisions prises sans moi, et le doute s'évanouissait. Ce qui avait été fait n'était pas neutre. Le corriger ne pouvait pas l'être non plus. J'ai aussi pris le temps de poser des limites très claires, pour moi à même, ce que je ne signerai plus jamais sans explication écrite. Ce que je refuserai désormais, même présenté comme une faveur. Ce que je demanderai systématiquement. Ces règles simples sont devenues mon nouveau cadre intérieur. La préparation n'avait rien de spectaculaire. Elle ne produisait pas de scène, pas de reconnaissance immédiate. Elle travaillait en profondeur. Elle consolidait quelque chose que l'on ne pouvait plus m'enlever. La certitude d'être légitime dans mes questions, dans mes choix, dans mes refus. Quand tout a été en place, des démarches engagées, des protections posées, les lignes tracées, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une stabilité nouvelle, une sensation rare, celle de ne plus dépendre du regard ou de l'accord des autres pour exister pleinement. Je savais que la confrontation viendrait, qu'elle serait inévitable. Mais pour la première fois de ma vie, je l'attendais sans peur. La confrontation n'a pas surgi comme une tempête. Elle est arrivée par un détail administratif, encore. Un courrier qui n'aurait jamais dû me parvenir, selon eux. Un appel maladroit, trop rapide, trop nerveux pour être anodin. On a reçu quelque chose qui nous concerne tous. La voix au téléphone cherchait la neutralité, mais elle tremblait. J'ai compris immédiatement que le silence que j'avais installé commençait à produire ses effets. Les démarches, les demandes de copie, les rectifications discrètes. Tout cela avait laissé des traces. Le système bâti sur ma passivité venait de rencontrer un obstacle imprévu. Moi, nous avons convenu de nous voir. Pas à la maison familiale. Pas dans un lieu chargé d'affect. J'ai proposé un endroit neutre. Cette décision,
à elles seules, à créer un premier déséquilibre. Ils avaient l'habitude des discussions feutrées, des arrangements à voix basse. Là, il n'y aurait ni souvenir, ni mur protecteur. Ils sont arrivés avec des dossiers. Épais. Trop épais. Comme si la quantité pouvait compenser la perte de contrôle. Les regards étaient tendus, les gestes précis, presque mécaniques. On sentait qu'ils avaient répété. Pas ce qu'ils allaient dire, mais ce qu'ils allaient éviter de dire. Ils ont commencé par des reproches indirects. Tu aurais pu nous prévenir. Ce n'est pas comme ça qu'on fait en famille. Toujours ce on. Toujours cette entité floue, supposément bienveillante, qui décide de ce qui est acceptable. Je les ai laissés parler. J'écoutais autrement qu'avant. Je n'étais plus en quête d'approbation. J'étais attentive aux mots, aux glissements, aux tentatives de reformulation. Chaque phrase cherchait à me replacer dans mon ancien rôle, celle qui explique trop, qui complique, qui exagère. Quand le silence est revenu, je n'ai pas justifié, je n'ai pas plaidé, j'ai posé devant eux les documents essentiels. Alors, pas tous. Juste ceux qui suffisaient à rendre la situation claire. Les dates. Les signatures. Les conséquences juridiques. Rien d'émotionnel. Rien de spectaculaire. Tout ce que j'ai fait est légal. Je dis calmement. Et tout ce que vous avez fait l'a été sans mon consentement éclairé. Cette phrase a marqué un basculement. Ils ont cessé de parler en même temps. L'un d'eux a tenté un sourire nerveux. Tu vas trop loin. Cette fois, je n'ai pas reculé. Non, j'ai répondu. Je vais exactement là où je n'ai jamais été autorisée à aller. Comprendre et décider. Il y a eu une tentative de négociation. On peut arranger ça. Des promesses vagues. Des demi-aveux enveloppés de prudence. On évoquait la paix familiale. La nécessité de ne pas tout bouleverser. Comme si l'équilibre existant n'avait pas été construit sur mon ignorance. Je n'ai pas rejeté leurs paroles avec violence. Je les ai laissées s'échouer. Je savais désormais que revenir en arrière ne restaurerait rien. Cela ne ferait que confirmer leur croyance la plus profonde. Que je finirais par céder. À un moment, l'un d'eux a lâché, presque malgré lui. On ne pensait pas que tu irais jusque-là. Cette phrase était l'aveu. Pas d'un crime, mais d'un mépris tranquille. Ils avaient construit tout leur dispositif sur une certitude. Je ne lirai pas, je ne vérifierai pas, je ne confronterai pas. Leur erreur n'avait pas été juridique. Elle avait été morale. La discussion s'est achevée sans résolution commune, sans cri, sans rupture officielle. Mais quelque chose était définitivement acté. Ils avaient compris que le terrain avait changé, que les leviers affectifs ne fonctionnaient plus, que la docilité sur laquelle ils comptaient s'était dissoute. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni triomphe ni amertume. J'ai ressenti une gravité calme, celle qui accompagne les décisions irréversibles. Je savais que certaines conséquences seraient lourdes, des silences, des distances, peut-être des exclusions. Mais je savais aussi que revenir en arrière serait une trahison bien plus profonde. Les jours suivants ont confirmé cette intuition. Les messages se sont faits plus rares, plus prudents. Certains plus durs. D'autres, presque suppliantes. Tu détruis tout. Je lisais ces mots sans me sentir responsable. Ce qui se défaisait n'était pas une famille unie. C'était une construction fondée sur l'opacité. Le piège s'était refermé. Pas parce que j'avais tendu une embuscade, mais parce que j'avais cessé d'être prévisible. Et dans ce moment précis, j'ai compris que, pour la première fois de ma vie, je ne faisais plus face à eux depuis une position d'infériorité. Je me tenais droite, non par colère, mais par clarté. Et cette clarté, désormais, ne leur appartenait plus. Après la confrontation, rien n'a explosé d'un seul coup. Il n'y a pas eu de scène finale, pas de porte claquée, ni de phrase définitive. L'éclatement s'est produit comme une fissure lente, progressive, irréversible. Une fissure qui traverse les liens sans faire de bruit, jusqu'au jour où l'on comprend que l'on ne peut plus revenir à l'état précédent. Les premiers jours ont été marqués par un silence pesant. Pas un silence apaisé, mais un silence chargé de calcul. Les messages se sont raréfiés. Les appels aussi. Quand ils avaient lieu, ils étaient brefs, prudents, presque administratifs. On parlait de choses pratiques, jamais du fond. Comme si nommer ce qui s'était passé risquait de tout faire s'effondrer. J'ai rapidement compris que des récits parallèles circulaient.
On expliquait mon attitude. On la commentait. On la reformulait pour la rendre acceptable. Elle traverse une période compliquée. Elle se laisse influencer. Elle a mal interprété. Ces phrases me sont revenues par bribes, rapportées par des tiers bien intentionnés. Je ne les ai pas contestées. Je savais que la vérité, une fois sortie de son cadre contrôlé, provoque toujours des tentatives de réécriture. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont les rôles se sont inversés. Moi qui avais été présentée comme trop sensible, trop naïve pour comprendre, je devenais soudain dangereuse, parce que trop lucide. Ce n'était plus mon silence qui était valorisé, mais ma capacité à me taire à nouveau. Et cet attentat-là, je ne pouvais plus la satisfaire. La famille s'est alors fragmentée. Sans déclaration officielle, sans prise de position claire, certains ont pris leur distance, non par hostilité ouverte, mais par inconfort. Ma présence rappelait quelque chose qu'ils préféraient éviter. La possibilité que le récit commun ne soit pas entièrement vrai. D'autres ont tenté de rester au milieu, répétant qu'ils comprenaient les deux côtés. Cette neutralité apparente me laissait un goût amer. Il n'y avait pas de vérité. Il y avait une vérité révélée trop tard, et la difficulté à l'accepter. Il y a eu aussi des réactions plus frontales, des reproches à peine voilés. Tu vas trop loin. Tu aurais pu laisser ça tranquille. Comme si la paix dépendait de mon ignorance. Comme si la stabilité familiale avait pour condition mon effacement. Ces mots m'auraient profondément atteinte autrefois. Ils glissaient désormais autrement, non pas parce que je n'étais plus sensible, mais parce que je n'étais plus coupable. J'avais cessé de porter des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. L'éclatement s'est aussi manifesté par des absences concrètes, des réunions organisées sans moi, des événements dont j'apprenais l'existence après coup, toujours accompagnés d'une justification maladroite. Meublé, on ne voulait pas te mettre mal à l'aise. Je souriais tristement. Mon malaise n'avait pas commencé le jour où j'avais parlé, mais bien avant, quand je ne savais pas encore ce que l'on m'avait caché. Il y a eu des moments de solitude réelle, des soirs où l'absence de certaines voix pesait lourd. J'ai pleuré quelques liens, non parce qu'ils me manquaient tels qu'ils étaient, mais parce que j'avais cru qu'ils reposaient sur quelque chose de plus solide. Cette tristesse n'était pas une faiblesse. Elle était la preuve que j'avais aimé sincèrement. Et pourtant, au milieu de cette désagrégation, quelque chose de nouveau s'est installé. Une clarté relationnelle. Les liens qui subsistaient étaient moins nombreux, mais plus honnêtes. Certaines personnes sont restées, sans chercher à minimiser ni à dramatiser. Elles n'avaient pas toutes les réponses, mais elles ne niaient pas la réalité. Leur présence, discrète, m'a apporté plus de soutien que je ne l'aurais imaginé. Je n'ai pas cherché à recoller les morceaux. Je savais que toute tentative de reconstruction artificielle aurait exigé de moi un retour au silence. Et ce prix-là, je ne pouvais plus le payer. La famille que j'avais connue ne pouvait survivre qu'à condition que je ne sois pas pleinement moi à même. Cette évidence, aussi douloureuse soit à elle, m'a libérée. Cet éclatement n'était pas une vengeance. Il était une conséquence. La conséquence d'une vérité qui ne pouvait plus être contenue dans les marges, d'un système relationnel qui ne fonctionnait qu'à condition que je reste à ma place, une place définie sans moi. Aujourd'hui, je regarde cette famille fragmentée, avec une distance nouvelle. Je n'y suis plus enfermée. J'en fais partie autrement, quand c'est possible. Et quand ce ne l'est pas, je n'insiste plus. Ils ont perdu le contrôle d'un récit. J'ai gagné la cohérence avec moi à même. Et cette cohérence, même au prix de certaines solitudes, est devenue la base la plus solide sur laquelle je pouvais continuer à vivre. Après l'éclatement, j'ai compris que le plus difficile ne serait pas de supporter les conséquences visibles, mais d'apprendre à vivre sans le cadre ancien. Pendant des années, ma vie avait été structurée par des attentes implicites, des rôles assignés, des silences à respecter. Même quand ces éléments me blessaient, ils offraient une forme de repère. Leur disparition a laissé un espace vaste, presque vertigineux. Les premiers temps, j'ai avancé prudemment. Je ne cherchais pas à reconstruire vite. Je savais désormais que la précipitation est souvent une manière d'éviter de ressentir. J'ai accepté ce rythme lent, parfois inconfortable, comme une étape nécessaire. Il me fallait apprivoiser cette nouvelle version de moi, à même, celle qui n'était plus définie par un récit familial figé. J'ai commencé par des gestes simples.
réorganiser mon espace, ranger différemment, me débarrasser d'objets auxquels je m'accrochais, par habitude plus que par attachement réel. Chaque tri était une petite décision assumée. Garder ceci, laisser partir cela. Ces choix concrets m'aidaient à intégrer une idée encore fragile. J'avais le droit de décider, sans me justifier. J'ai aussi modifié mon rapport au temps. Avant, mes journées étaient souvent occupées à répondre, à anticiper, à maintenir un équilibre extérieur. Désormais, je me donnais la permission de ne rien prévoir, de laisser les heures s'écouler sans objectif précis. Cette disponibilité nouvelle a d'abord été déroutante. Puis, elle est devenue précieuse. Je me suis remise à marcher longtemps, sans destination. Marcher me permettait de penser sans m'enfermer dans mes pensées. Les rues, les parcs, les visages anonymes me rappelaient que le monde ne se limitait pas à l'histoire que je venais de traverser. Ma vie n'était pas suspendue à ce passé révélé. Elle continuait, différemment. Des relations nouvelles se sont esquissées, pas nombreuses, mais justes. Des échanges simples, débarrassés d'arrière-plans complexes. Je n'avais plus besoin de me présenter à travers ce que j'avais découvert, ni de me définir par ce qui m'avait été caché. Mon histoire faisait partie de moi, mais elle ne me précédait plus. Il m'arrivait encore de ressentir une tristesse sourde. Certaines dates restaient sensibles. Certaines absences se faisaient sentir plus fortement à des moments précis. Je ne les fuyais plus. Je les accueillais comme des passages. La tristesse ne signifiait pas que j'avais fait le mauvais choix. Elle signifiait que j'avais aimé, que j'avais espéré, que j'avais cru. J'ai aussi repensé à mon identité, à ce qu'elle signifiait désormais. Si je n'étais pas exactement celle que je croyais être, cela ne voulait pas dire que j'étais personne. Au contraire, cela m'offrait la possibilité de me définir autrement, non plus par héritage ou par omission, mais par choix conscient. Ce travail intérieur n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de révélation finale, de certitude absolue. Il y a eu une succession d'ajustements. Une manière plus honnête de me parler à moi-même, de reconnaître mes limites sans m'y réduire, de reconnaître mes forces sans les exagérer. Un jour, en relisant mes notes, j'ai réalisé que je ne cherchais plus à comprendre pourquoi on m'avait caché la vérité. Cette question, autrefois centrale, avait perdu de son pouvoir. Elle appartenait à ceux qui avaient agi ainsi. Ce qui m'importait désormais, c'était comment je choisissais de vivre avec ce que je savais. Je me suis interrogée sur le pardon. Longtemps. Pas comme une obligation morale, mais comme une possibilité future. Pardonner n'était pas effacer, ni excuser. C'était peut-être, un jour, décider de ne plus laisser cette histoire orienter mes réactions. Je n'y étais pas encore. Et je respectais ce rythme. La paix ne se décrète pas. Elle se construit. Ce nouveau départ n'était pas une renaissance idéalisée. Il était sobre, parfois fragile, mais réel. Je ne cherchais plus à retrouver la femme que j'étais avant. Elle avait existé pour de bonnes raisons, à un moment donné. Je cherchais à devenir celle que je pouvais être maintenant, avec cette vérité intégrée. Peu à peu, j'ai senti une stabilité nouvelle s'installer. Pas une stabilité figée, mais une cohérence intérieure. Je savais ce que je voulais accepter, ce que je refusais désormais, ce que je pouvais encore apprendre. Cette clarté me donnait une liberté tranquille. Je n'avais pas récupéré le temps perdu. Personne ne le peut. Mais j'avais récupéré quelque chose de plus précieux. La possibilité d'avancer, sans me trahir. Et dans ce nouveau départ, aussi discret soit-il, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais construite sur un mensonge, même confortable. Je marchais désormais avec moins d'illusions, mais avec plus de vérité. Et cette vérité, enfin habitée, me permettait d'aller plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. Il m'arrive encore, certains soirs, de relire quelques pages de ce que j'ai écrit pendant ces mois de bouleversement. Pas pour raviver la douleur, mais pour mesurer le chemin parcouru. Les mots d'alors sont plus hésitants, parfois tremblés. Ils portent la trace d'une femme qui doutait encore de sa légitimité à comprendre, à décider, à dire non. Les relire aujourd'hui me rappellent une chose essentielle. On ne devient pas lucide d'un seul coup. On le devient par couches successives, en acceptant de perdre des certitudes. Je n'étais pas celle que je croyais être. Cette phrase m'avait d'abord frappée comme une condamnation.
Elle sonnait comme une négation de tout ce que j'avais vécu, aimé, construit. J'ai compris, avec le temps, qu'elle était au contraire une ouverture. Si je n'étais pas celle que je croyais, alors je n'étais pas enfermée dans une définition figée. Je pouvais me redéfinir sans trahir ce que j'avais été. La vérité a bouleversé ma vie. Oui, mais pas de la manière spectaculaire que l'on imagine. Elle ne l'a pas détruite, elle l'a déplacée. Elle a déplacé mes loyautés, mes attentes, mes silences. Elle a déplacé le centre de gravité de mon existence, le faisant passer de l'extérieur vers l'intérieur. Ce déplacement, au début, m'a donné le vertige. Puis il m'a ancré. Je ne cherche plus à convaincre ceux qui persistent à minimiser. J'ai compris que certaines personnes ont besoin du déni pour préserver une image d'elles-mêmes supportable. Les confronter frontalement serait inutile et violent. Heidi, j'ai cessé de porter cette mission. Elle ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, en revanche, c'est la manière dont je tiens ma vérité. Je ne la brandis pas. Je ne la répète pas à qui ne veut pas l'entendre. Je la garde comme un socle. Elle guide mes choix, mes distances, mes refus. Elle m'aide à reconnaître les situations où l'on cherche encore à décider. Pour moi, même subtilement. Et dans ces moments-là, je sais désormais m'arrêter. Il y a eu des pertes. Je ne les nie pas. Des liens se sont distendus, certains se sont rompus, des silences se sont installés là où il y avait autrefois des habitudes. Ces pertes ont parfois réveillé une mélancolie sourde, mais elles n'ont pas détruit ma capacité à aimer. Elles l'ont rendue plus exigeante, plus consciente. Je pense souvent à la femme que j'étais avant, à sa bonne volonté, à sa confiance presque obstinée, à sa peur de déranger. Je ne la juge pas. Je lui dois même une forme de gratitude. Elle a tenu aussi longtemps qu'elle a pu dans un système qui ne lui donnait pas toutes les clés. Grâce à elle, j'ai une histoire. Grâce à elle, j'ai aujourd'hui la force de la relire autrement. Ce que j'ai appris dépasse mon cas personnel. J'ai compris combien il est facile de confondre protection et dépossession, amour et contrôle, silence et loyauté. J'ai compris que l'on peut grandir dans une famille sans jamais avoir accès à toute la vérité, et que cette absence peut orienter une vie entière, sans que l'on s'en rende compte. À celles et ceux qui liront ces lignes, et qui ressentent confusément qu'il manque quelque chose à leur récit, je voudrais dire ceci. Douter n'est pas trahir, lire n'est pas provoquer, comprendre n'est pas manquer de respect. Ces gestes simples sont parfois les premiers actes de reconquête de soi. Je n'ai pas obtenu de reconnaissance solennelle. Je n'en ai plus besoin. J'ai obtenu quelque chose de plus discret et de plus durable. Une cohérence intérieure. Je sais désormais pourquoi certaines choses m'ont toujours semblé décalées. Je sais aussi que je n'étais pas folle de ressentir ce manque sans pouvoir le nommer. Aujourd'hui, je vis avec moins d'illusions, mais avec plus de justesse. Je ne cherche plus à rentrer dans des cadres qui m'effacent. Je choisis mes silences comme je choisis mes paroles, et ce choix fait toute la différence. M'efface, la vérité a bouleversé toute ma vie, non pas en la renversant, mais en la redressant. Elle m'a appris que l'identité n'est pas seulement ce que l'on nous transmet, mais aussi ce que l'on ose regarder en face, même tardivement. Elle m'a appris que la dignité ne se crie pas. Elle se tient. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais une chose avec certitude. Je ne vivrai plus jamais en me demandant si j'ai le droit de savoir. Je ne déléguerai plus mon histoire à ceux qui pensent mieux savoir que moi ce que je peux supporter. Et si, parfois, je choisis encore de me taire, ce ne sera plus par peur, ni par soumission, ni par loyauté mal placée. Ce sera par décision, par équilibre, par respect de moi-même. Car j'ai appris, au terme de ce long chemin, que lorsque la vérité a été regardée en face, lorsque l'on a repris possession de son histoire et de sa dignité, le silence peut aussi être une forme de justice. A-t-on